D'accord, alors je vais commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à ce webinaire sur la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. In English also. So, good morning, everyone. It is a great pleasure for me to welcome you all to this webinar on the fight against impunity in the Central African Republic. I do want to note at the outset that this webinar will take place primarily in French. So the participants will speak in French, and I, as the moderator, will be wearing two hats. I'll try and summarize. I'm both a moderator and a speaker, but I'll try to summarize each intervention in English for those of you who are less at ease in French. Donc, ce que je viens d'expliquer aussi en anglais, c'est que ce webinaire se déroulera en français, mais je vais récapituler en anglais des arguments principaux soulevés par chaque intervenant. Donc, ça peut peut-être faciliter la compréhension pour ceux qui ne sont pas à l'aise en français. Pour les questions organisationnelles, trois petites remarques. Donc, chaque intervenant a 6 à 7 minutes pour son intervention et nous allons ensuite passer aux questions. Donc, l'idée vraiment de ce webinaire, c'est d'avoir une discussion. Ce n'est pas seulement pour nous de faire nos interventions, mais c'est aussi pour avoir une discussion par la suite. Vous pouvez taper vos questions dans le chat, donc c'est en bas du logiciel. Et ensuite, je vais les lire et peut-être préciser aussi à qui vous adressez la question, sinon je laisse aux intervenants le choix de répondre ou pas à vos questions. Et je précise encore une fois que ce webinaire est enregistré. Donc voilà pour les questions organisationnelles. Merci encore à nos trois intervenants. Et merci au public d'être là avec nous. Je ne vais pas répéter pourquoi nous sommes ici. Je pense que vous avez tous lu la note conceptuelle. Je vais juste brièvement maintenant présenter nos trois speakers. Donc, tout d'abord, nous aurons Monsieur Gervais Bodaguet, chef d'unité de communication et de sensibilisation de la Cour pénale spéciale basée à Bangui. Ensuite, Dr Arnaud Yaliki, qui est enseignant à l'Université de Bangui et fondateur de l'Observatoire centrafricain de justice transitionnelle. Il nous rejoint aussi depuis Bangui. Après, Madame Doreen Lanta, qui travaille pour la Fédération internationale pour les droits humains à Paris. Et enfin, moi, Patrick Labouda, qui est chercheur, je suis chercheur actuellement affilié à l'Université de Zurich, mais je vous rejoins depuis Dakar. So again, quickly for our Anglophone guests, I introduced our four speakers. You have their bios on the website, so I would just kindly refer you to the concept note for the event for additional information about each of us. We will speak for about 6 to 7 minutes, and I encourage you all to put your questions in the chat, either in English or in French. Alors, je pense qu'on peut maintenant commencer. Monsieur Gervais, encore une fois, merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. La parole est à vous. Voilà, Voilà, ouais, bonjour à Patrick, j'espère que vous me suivez. Bonjour Doriane, bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent en direct. Effectivement, Patrick a déjà fait la présentation et donc je ne reviendrai pas là-dessus. Effectivement, parmi les critiques, des observations qu'on fait à l'endroit de la Cour pénale spéciale, on parle de lenteur.
que le travail n'avance pas vite et qu'après 4 ans d'existence, il y a seulement un seul jugement. Alors, je pense qu'il est important à l'entrée de cette rencontre d'échange de pouvoir situer un peu le contexte du travail de la Cour pénale spéciale. Vous savez, dans beaucoup de tribunaux hybrides, le tribunal se situe dans un autre pays et les choses se passent, c'est-à-dire les enquêtes commencent après que les conflits aient eu lieu. La particularité de la Cour pénale spéciale, je tiens absolument à le signaler au début, que c'est le fait que cette Cour est d'abord une émanation de la volonté du peuple centrafricain de pouvoir la mettre en place afin de lutter efficacement contre l'impunité des auteurs des crimes graves. Parce que lors des consultations à la base après le forum de Bangui, le dénominateur commun de ce qui avait été relevé, c'est que la population en avait marre et la première solution, c'était la justice et que les auteurs des crimes puissent être traduits vraiment à la justice, que ce soit les gros, les moyens, les petits, en tout cas que ces auteurs-là puissent répondre de leurs responsabilités devant la justice. Voilà, partant de cette réalité, de cette demande, c'est suite à cela que la Cour pénale spéciale a été créée et avec comme vocation justement de lutter contre l'impunité des auteurs des crimes graves. Mais cette Cour est installée pendant que les conflits étaient encore en cours. Et au moment où je parle, les conflits continuent. Alors, partant de cette réalité-là, la Cour pénale spéciale, c'est-à-dire les enquêteurs, étaient appelés à mener des enquêtes dans des contextes assez difficiles parce que certains hommes concernés par les enquêtes sont occupés encore par les bourreaux. Donc, il n'est pas du tout facile de mettre en place une stratégie et de pouvoir mettre en place tous les moyens possibles pour pouvoir mener des enquêtes pendant que ces auteurs-là sont encore dans ces lieux et encore en force, c'est-à-dire avaient encore des armes et au travers eux, c'est eux qui dictent la loi dans ces localités-là, dans lesquelles la Cour pénale spéciale est appelée justement à enquêter. Malgré toutes ces difficultés, la Cour pénale spéciale avance dans la mesure où, lorsque on comptabilise le nombre de mandats d'arrêt, on se retrouve à 55 mandats d'arrêt qui sont lancés par cette juridiction hybride. Donc, ce nombre justifie à suffisance un travail qui est fait de main de maître à partir de stratégies d'enquête et à travers des stratégies également de descente du terrain qui est élaborée et qui est mise en œuvre. Ensuite, je voudrais également ajouter que lorsque des activités de la CPS, que ce soit des enquêtes, etc., sont au niveau des instructions, on le dit assez, l'instruction est secrète. Donc, pendant ce moment de la phase d'instruction, il n'y a pas de communication tout autour de ce qui est en train d'être fait par la CPS. Cette partie du travail de la Cour pénale spéciale est couverte par le secret d'instruction. Donc, en ce moment, il n'y a pas de communication. Mais que cela ne tienne, ces derniers temps, la Cour pénale spéciale a énormément communiqué sur les derniers mandats d'arrêt qui sont exécutés parce que même les derniers mois, nous avons eu 3 personnes qui sont arrêtées entre le mois d'octobre et début novembre pour démontrer une fois de plus ce qui est en train d'être fait au niveau de la Cour pénale spéciale et justement avec l'appui des forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine pour démontrer une fois de plus combien de fois la République centrafricaine est en train d'appuyer suffisamment tout ce qui est en train d'être fait au niveau de la Cour pénale spéciale. Donc, voilà à peu près mon introduction concernant cette émission. Mais
Merci Gervais pour ces remarques très instructives. Je pense que ça introduit déjà bien le sujet et ça nous donne à réfléchir. Je précise aussi que en fait, j'ai coupé les caméras parce que un des participants m'a signalé qu'il y a un problème de connexion. Donc, si jamais quelqu'un a un problème, signalez ça, s'il vous plaît, à nous dans le chat aussi, comme ça on peut voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer la connexion. So I'll just, before we move to Arnaud, I'm just going to briefly summarize the main points raised by Gervais. He mentioned sort of the unique context of the Special Criminal Court, so the context within which this court was established, and also the persistence of insecurity and how it has impacted the court's ability to carry out on-site investigations. I think he also mentioned, the challenges of collecting evidence in cases of mass crimes, and in general, the difficulties that the Special Criminal Court has faced in terms of criticisms of it being too slow, of things moving too slowly. So this is a recurrent concern with hybrid courts, but in this case, in the Central African Republic, we do need to be mindful of the context where violence persists. It's not like, for example, in the Special Court for Sierra Leone, where the conflict had ended. So we can come back to these issues later in the Q&A. Donc, merci encore pour votre intervention. Et sans tarder, je passe la parole à Arnaud. Arnaud, Arnaud, on ne te voit pas. Je ne sais pas si tu as éteint ton caméra. Et on t'entend. Et on t'entend pas non plus. Il y a deux Arnaud, je ne sais pas pourquoi. Alors, je propose que, en fait, on va passer maintenant à Dorine parce que il y a un problème. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Dorine, peut-être toi, tu peux maintenant intervenir si ça va pour toi. Et entre-temps, on va essayer de régler le problème avec Arnaud. Oui, aucun problème. Par contre, je ne peux pas activer ma caméra, il faut que ce soit toi. Très bien. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien? Très bien. Bon, merci beaucoup. Et merci à Gervais pour cette introduction. Je vais essayer d'être aussi brève et aussi directe au point. Donc, moi, je vais me concentrer un petit peu aussi sur la question de la complémentarité, qui est aussi importante dans la lutte contre l'impunité pour les crimes de droit international commis en République centrafricaine. Donc, la complémentarité, elle peut toucher à différentes institutions, notamment les juridictions ordinaires, la Cour pénale spéciale, la Cour pénale internationale et d'autres acteurs importants comme la Commission Vérité. Et je crois que Arnaud en parlera, donc je vais laisser ça de côté, sinon on pourra revenir dessus pendant la question des questions-réponses. Et moi, je vais me concentrer sur un petit peu comment la complémentarité entre la Cour pénale spéciale et la Cour pénale internationale peuvent améliorer
améliorer cette lutte contre l'impunité, ou quels sont encore les obstacles qui existent pour qu'elle soit la plus significative et la plus efficace possible. Donc, pour rappel, juste par rapport à la Cour pénale internationale, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait, mais la République centrafricaine a ratifié le statut de Rome, qui est le statut d'institution de la Cour pénale internationale, en octobre 2021. Et depuis, 2 enquêtes ont été ouvertes sur la République centrafricaine. La première, qui est un petit peu dormante maintenant, mais qui a donné lieu à l'affaire Bemba, qui est assez connue par son acquittement et toutes les difficultés que ça a créées au niveau national. Et la deuxième, suite au renvoi par le gouvernement centrafricain de sa situation en mai 2014, qui concerne principalement le conflit entre les anti-Balaka et Séléka. Donc, dans le cadre de cette situation, il y a 3 affaires qui sont en cours. Une qui concerne 2 personnes, Yekatom Ngaïsona, une qui concerne Mohamed Saïd Abdelkani, et la dernière, plus récente, sur Maxime Mokon. Donc voilà, c'est juste pour une petite introduction. Et c'est vrai que ces différents niveaux de justice qui agissent au niveau de la République centrafricaine c'est assez unique comme situation. C'est une opportunité un petit peu sans précédent, puisque c'est pas dans beaucoup de situations que ça se produit, et ça a vraiment un fort potentiel pour dans la lutte contre l'impunité, pour les crimes qui sont commis sur le territoire, malgré tous les obstacles dont certains qu'on verra par la suite. C'est vrai que ça rend une situation unique, mais qui, pour fonctionner, doit avoir un vrai système de complémentarité et de coopération aussi entre les différentes institutions qui soit réellement effectif, pour qu'il y ait une lutte efficace et durable contre l'impunité dans le pays. Juste pour un bref rappel pour commencer sur le principe donc de complémentarité, qu'est-ce que c'est? C'est comment les différentes institutions travaillent ensemble, comment elles s'organisent au niveau de leurs mandats respectifs pour couvrir le plus de responsables possible. Au niveau de la CPS, ça a déjà été, puisque c'est finalement c'est la dernière sur ce trio judiciaire, un petit peu juridiction ordinaire, CPI, CPS, c'est la dernière à être arrivée dans la cour, si je puis dire. Donc, ça a été directement intégré dans son statut, dans sa loi fondatrice. La CPS a primauté sur les juridictions ordinaires en ce qui concerne les crimes de sa compétence. En revanche, elle doit se dessaisir au profit de la Cour pénale internationale si celle-ci a déjà commencé ses enquêtes ou a déjà des affaires en cours. C'est une approche assez intéressante, on ne rentrera pas dans les détails maintenant, mais juste pour le mentionner, car c'est une approche un petit peu inversée à ce dont on a l'habitude, puisque le statut de la Cour pénale internationale prévoit, lui, au contraire, que ce sont les juridictions nationales, donc y compris les juridictions hybrides, qui ont primauté. La CPI est censée intervenir en dernier ressort. Elle est complémentaire des juridictions nationales. Donc, on a un petit peu cette approche inversée qui pose aussi quelques questions par rapport à comment les affaires vont être réparties en fait, entre les 2 institutions. Et on le verra après, c'est quelque chose qui reste encore pas tout à fait clair. Une question donc par laquelle je vais commencer, c'est comment cette complémentarité prend forme à l'heure actuelle et que savons-nous des efforts de coopération entre les 2 cours? Donc, sur la base du statut de Rome, ce que je disais, il y a ce principe de complémentarité qui, en soi, se divise en deux aspects. Une sorte de supervision ou un petit peu de côté bâton où on dit, voilà, si les juridictions nationales ne font pas leur travail ou ne le font pas correctement, alors la CPI prendra le relais. De l'autre, on a plus un côté partenariat pour accompagner les juridictions nationales et les autorités nationales à remplir cette obligation qu'ils ont. Et on parle souvent de complémentarité positive. Donc ça, c'est plus, comme je disais, un partenariat, une coopération étroite, un partage d'expériences, un accompagnement pour améliorer les efforts nationaux. Sur cette base, au cours des dernières années, il semble s'être développé un certain dialogue entre la CPS et la CPI. Donc, en effet, la première affaire ne s'est ouverte que les premières audiences n'ont démarré qu'en mai cette année, mais il y a eu, comme l'a souligné Gervais, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avant.
Donc, il y a eu aussi déjà un dialogue qui s'est créé entre la CPS et la CPI bien avant, des formations, des ateliers d'échange, de renforcement de capacité. Il y a aussi des demandes de coopération qui se font, notamment de la CPS vers la CPI, qui ont parfois des échanges positifs avec des échanges d'informations, etc. Il y a d'autres initiatives, par exemple l'initiative récente où le bureau du procureur de la CPI, en coopération avec les autorités nationales et l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale, par exemple, se sont rejoints par rapport à des activités d'examens médico-légaux, autopsie, etc., pour identifier les restes des victimes en RCA. Donc ça, c'est un des aspects aussi qui peut servir à toutes les cours, y compris à la CPS. Maintenant, brièvement, parce que je vois que je suis un petit peu trop longue, sur les obstacles qui demeurent par rapport à cette coopération et cette complémentarité. Je vais brièvement les mentionner, je serai ravie de revenir dessus dans le cadre des questions. Mais on voit que, et certains ont déjà été mentionnés par Gervais, on voit qu'il reste des difficultés, que ce soit au niveau des institutions elles-mêmes. Par exemple, la situation de la sécurité qui rend complexe le travail de la CPS, la volonté politique instable aussi. On a tous entendu parler de l'affaire Bouba, malheureusement, donc il n'y a pas pu avoir de suite à cause des obstacles qui ont été posés par la volonté politique, manque de moyens et de ressources, mais aussi une inexécution des mandats d'arrêt. Donc voilà, je n'entrerai pas dans les détails, mais tous ces éléments à garder en tête un petit peu au niveau de chaque institution et au niveau de la complémentarité elle-même. Ce sont deux institutions qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui n'ont pas la même façon de travailler, qui n'ont pas les mêmes standards non plus nécessairement. Et donc, il y a parfois ça coince. Par exemple, il y a une lenteur aussi au niveau des réponses de la CPI aux requêtes de la CPS qui pose problème puisque la CPS, comme on le sait, a un mandat court et ne peut pas se permettre d'attendre probablement autant de temps que d'autres cours permanentes pour recevoir la coopération de la CPI. Et à l'inverse, du côté de la CPI, il y a il semble y avoir pas une méfiance, mais quelques difficultés par rapport au système de protection des victimes et de témoins qui est appliqué au niveau de la Cour pénale spéciale, donc en République centrafricaine, qui, malgré une unité spéciale au niveau de la CPS, etc., a quand même du mal à remplir tout son rôle et des risques qui continuent. Donc, il y a plusieurs façons d'aller au-delà de ces difficultés, mais je pense que, pour en rester là, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, l'importance d'une communication entre les deux cours, l'importance de répondre à ces différentes difficultés, à s'entraider pour aller de l'avant, pour renforcer la lutte contre l'impunité ensemble et surtout ne pas se mettre des bâtons dans les roues. La question de la confidentialité a été soulevée par Gervais, mais c'est une question qui existe au niveau des deux institutions et qui malheureusement fait qu'on a du mal à savoir un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Les institutions elles-mêmes ne savent pas forcément quelle institution est après qui et cela peut poser des problèmes en pratique aussi qui doivent être adressés pour une lutte contre l'impunité plus forte et plus durable. Il y a encore beaucoup de questions comme la question des réparations, donc je vais juste mentionner comme mot-clé et revenir dessus par la suite. Merci beaucoup et désolée pour le temps. Super. Merci beaucoup, Dorine, pour ces réflexions très riches sur la complémentarité, comment il faut comprendre ce principe et à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir. On va y revenir après, je pense. So again, just to summarize very quickly, Doreen focused her comments on the history of the ICC's involvement in the Central African Republic, and then on the principle of complementarity specifically. And Doreen mentioned how the organic law establishing the Special Criminal Court actually changes the principle of complementarity slightly in the Central African Republic. It gives the ICC priority over the Special Criminal Court. Then Doreen mentioned sort of the two sides of complementarity, so positive and negative complementarity. We can come back to this later.
And she focused on I think the positive side of complementarity. So how the special criminal court and the international criminal court are working together, how they are cooperating to implement their respective mandates. But then she also touched upon a variety of obstacles that remain. So in particular, witness protection issues, the security of victims, budgetary constraints, and the unresolved issue of arrest warrants that have not been enforced. So I think that gives us a lot to think about, and I'm sure we'll come back to this in the Q&A. So, merci beaucoup, et je donne maintenant la parole à Arnaud. Vous êtes là maintenant? Oui, ok, alors je vous donne la parole. Par contre, on ne t'entend pas. Je pense qu'il y a toujours un problème. On ne sait pas très bien. Non. Vous m'écoutez? Oui, maintenant on entend. Oui. Je vais parler au nom de Gervais, parce que mes écouteurs, je suis désolé. Pas de souci. Alors, maintenant, on entend très bien. Mes observations vont s'articuler autour de 3 points. Le premier, ça sera les enjeux de ce procès. Le second, ça sera les craintes de la population par rapport à cette forme de justice. Et enfin, je m'intéresserai aux relations entre les deux mécanismes de justice transitionnelle, notamment le lien entre la Cour pénale spéciale et la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. En ce qui concerne les enjeux, principalement ici, ça renvoie à la question de l'histoire de la République centrafricaine. C'est vrai, la CPS est créée pour connaître les crimes qui sont commis par rapport, dans le cadre de la crise actuelle, mais il faut reconnaître que ces crimes-là remontent de loin. Remontent de loin. L'histoire fait que à chaque fois, après les indépendances, il y a des crises à répétition en République centrafricaine et que les victimes d'aujourd'hui sont les bourreaux de demain, et c'est une rotation entre ces deux types de personnes. C'est pour cette raison que, c'est vrai, on reconnaît qu'il y a eu lenteur de la procédure au niveau de la Cour pénale spéciale, ce qui est tout à fait normal, parce que ce sont des crimes graves et il faut vraiment élucider. Mais le premier verdict qui a été prononcé par la Cour pénale spéciale est vraiment salutaire. Est salutaire pour nous autres de la société civile, mais aussi il est salutaire pour les victimes, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la République centrafricaine qu'un tribunal spécial a rendu justice aux victimes dans le cadre des crimes qui ne sont pas des crimes de droit commun, mais des crimes internationaux, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'est pour cette raison que ce verdict a été vraiment apprécié dans sa juste valeur en ce qui concerne les victimes. Les enjeux sont aussi importants pour les victimes pour que la justice intervienne vite, en ce sens que pour qu'on parle de réparation au sens juridique du terme, j'ai vu Dorine aborder ça, il faut qu'il y ait une décision finale, c'est-à-dire une décision rendue, revêtue de l'autorité de la chose jugée pour ouvrir la voie à la réparation. C'est pour cette raison que, aussi, quelque part, on comprend les victimes qui souhaiteraient que la justice soit beaucoup plus prompte
hein, aux crimes qui sont commis. Les enjeux de ce premier verdict concernent aussi ce qu'on appelle les bourreaux ou bien les personnes qui souhaiteraient se livrer à des pareils crimes dans le futur, parce que cela aura une vertu dissuasive pour montrer aux Centrafricains ou pour montrer à ceux qui pensent qu'ils peuvent commettre des crimes graves impunément, que quel que soit le temps que cela pourrait prendre, ces personnes-là seront rattrapées par la justice et seront jugées. Voilà, en ce sens, les enjeux sont beaucoup plus importants pour les victimes, mais aussi pour les autres personnes qui pourront se livrer aux pratiques des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. D'où ma deuxième observation en ce qui concerne les craintes des Centrafricains. J'ai vu, et M. Gervais a rappelé ici le contexte de la création de la Cour pénale spéciale. Hein? Point besoin de rappeler les crimes qui relèvent de sa compétence, mais il y a vraiment eu égard aux expériences des autres tribunaux ad hoc ailleurs, que ce soit au Rwanda, que ce soit les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, etc. On connaît comment ces juridictions fonctionnent. Et la particularité pour la RCA, c'est que quelque part, on a une idée sur les gens qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes. Autrement dit, il y a beaucoup de victimes qui estiment qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas être poursuivis et jugés. Telle est la première crainte de la population qui souhaiterait que la Cour pénale spéciale intensifie des poursuites à l'égard des personnes soupçonnées d'avoir commis ces crimes. Il faut que ces poursuites-là soient intensifiées pour que justice soit rendue aux victimes, parce que la population estime, ou bien les victimes estiment qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas être traduits devant la juridiction. C'est la première vague des craintes. La seconde vague tient de l'expérience, je l'ai dit ici, de l'expérience dans les pays en crise, hein, où on se rend compte qu'il est possible qu'il y ait une justice un peu à sens unique, tournée vers l'un ou l'autre cas. Nous avons vu les principales critiques que les tribunaux qui ont été créés, que ce soit pour l'ex-Yougoslavie, que ce soit la justice après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, etc., qui consiste à dire que voilà, la justice s'intéresse seulement à une partie. Mais il y a une chance pour la République centrafricaine en ce sens qu'il n'y a pas de raison que la justice s'intéresse seulement aux Séléka ou bien que la justice s'intéresse seulement aux Anti-Balaka. Non, il n'y a pas une raison objective poussant à avoir cette crainte. Mais tout compte fait, c'est extrêmement important que cette justice-là, je l'ai dit, soit intensifiée envers tous les principaux présumés personnes qui se seraient rendues coupables des crimes qui ont été commis. On a parlé de la complémentarité ici. Cette complémentarité est extrêmement nécessaire, est importante. Il faut que la CPI s'intéresse davantage. Cela vaut la même chose pour la CPI aussi, pour la CPS, pour les tribunaux nationaux. L'expérience a démontré que les tribunaux nationaux jugent plus qu'en termes de quantité, ils jugent plus que les tribunaux adoptent, ce qui est tout à fait normal. Mais aussi, je ne veux pas perdre de vue, dans le cadre de cette complémentarité, notamment la poursuite dans le cadre de la compétence universelle de juridiction, parce qu'il y a certaines personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ou bien des génocides, c'est-à-dire les infractions qui relèvent de la compétence de la CPI, de la CPS, mais qui ne sont pas sur le sol centrafricain. Donc, c'est extrêmement aussi important que certains États, dans le cadre, nous avons vu, la France a emboîté le pas pour interpeller une personne soupçonnée d'avoir commis des crimes en République centrafricaine. Ça vaut la même chose pour les autres États de s'y intéresser, et aussi dans le cadre de la coopération, pour que les États coopèrent avec la Cour pénale internationale, pour que les États coopèrent avec la Cour pénale spéciale en vue
afin qu'il y ait une justice effective pour les victimes. Parce que la CPS peut avoir la volonté, la CPI peut avoir la volonté, mais la CPS n'a pas une armée. La CPI n'a pas une armée. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir voilà, intervenir en vue de mettre la main sur les personnes soupçonnées d'avoir commis ces crimes. Enfin, la dernière partie de mon intervention, je vais aller très, très vite. Le lien entre la Cour pénale spéciale et la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Il y a un point commun. Ces institutions ont été créées dans le cadre des crises que nous connaissons aujourd'hui, même si la compétence de la Commission Vérité de la RCA remonte d'après les indépendances où elle doit connaître les événements douloureux qui se sont produits depuis 1960 jusqu'à nos jours. Donc, les deux ont un dénominateur commun parce qu'elles ont une personne devant elles, à savoir les victimes. Que ce soit la Cour pénale spéciale, elle doit faire en sorte qu'il y ait une vérité, mais sa vérité est judiciaire, en ce sens qu'il y a des avocats, il y a des magistrats qui sont là pour faire en sorte qu'il y ait une vérité sur la base de la justice, il y ait une vérité sur la base d'une procédure judiciaire. Du côté de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, cette institution a aussi pour responsabilité de rétablir la dignité des victimes, mais à travers une démarche différente. Si la Cour pénale spéciale doit établir la vérité au-delà de tout doute raisonnable, ce qui n'est pas le cas pour la Commission Vérité et Réconciliation, qui sera obligée de s'intéresser seulement à des faits qui sont emblématiques, à des faits qui sont de grande envergure pour établir la vérité sur ce qui s'est passé en vue de rétablir la dignité des victimes. Et je suis tenté de dire que le premier verdict de la Cour pénale spéciale est tombé au bon moment. Le même reproche qu'on formule à l'endroit de la Cour pénale spéciale, on le formule aussi à l'endroit de la Commission Vérité parce qu'elle a été créée, elle était effective, mais elle peine à marcher. Elle peine encore, la Commission Vérité, à marcher, sachant qu'elle est créée pour un mandat bien précis. Il faut nous dire que dans le cas de cette crise, il y a combien de victimes, il faut qu'il y ait des auditions, il faut qu'il y ait la question de gestion des archives, il faut qu'il y ait des recommandations, il faut qu'il y ait des rapports. Ces recommandations qui seront adressées au président de la République, qui va prendre des mesures pour corriger les inégalités et les injustices qui ont divisé les Centrafricains. Donc, vous imaginez que le mandat de la CEVJR est aussi intense, mais imparti dans le temps, au maximum 6 ans, c'est-à-dire 4 ans, et si les besoins se font sentir, on va identifier encore 2 années pour qu'ils élucident ce qui s'est passé en République centrafricaine. Donc, ce verdict est apparu au bon moment pour booster les commissaires de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation à aller au-delà. Je voudrais, pour finir ici, puisque c'est en lien avec la thématique que j'ai abordée, de revenir sur ce que Gervais a dit. Le processus de justice transitionnelle en République centrafricaine est unique en son genre. Vous prenez le cas du Rwanda, le génocide a été terminé, ce qui a permis au gouvernement d'entreprendre ce processus. Vous prenez le cas de l'ex-Yougoslavie, c'était après la guerre. Vous prenez le cas du tribunal spécial pour le Liban, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle une paix négative, à savoir ne fût-ce que la cessation des hostilités et le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, permettant au gouvernement ou bien aux acteurs de lancer le processus en République centrafricaine, que ce soit la procédure judiciaire, que ce soit le mécanisme non judiciaire avec la Cour pénale, la Commission Vérité, ces mécanismes ont été lancés au même moment où les rebelles avaient encore les armes entre leurs mains. Vous imaginez, pendant que les armes crépitent, je ne sais pas comment la CPS va faire pour aller mettre la main pour telle personne accusée.
Je ne sais pas comment la CPI va faire. Et même si la commission vérité était opérationnelle, je ne sais pas comment elle pouvait faire pour mettre la main sur les personnes soupçonnées d'avoir commis ces crimes. C'est ce qui marque la particularité du processus de justice transitionnelle en République centrafricaine, mais on peut faire de ça un défi. On peut faire de ça un défi et puisque, certes, je suis enseignant-chercheur, mais je suis aussi de la société civile, c'est cet appel-là que nous lançons à l'endroit de tous les acteurs, que ce soit la Cour pénale spéciale, que ce soit la Cour pénale internationale, que ce soit la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, pour faire en sorte que, vraiment, pour dépasser tout réalisme et rendre justice aux victimes. Que cette justice soit judiciaire, que cette justice soit non judiciaire dans le cadre de la commission vérité, je pense que c'est la condition nécessaire pour la réconciliation nationale en République centrafricaine. Je vous remercie. Excellent. Merci Arnaud. Et merci pour ton intervention et surtout merci d'avoir partagé avec nous un peu le point de vue des Centrafricains sur ces questions. I'll just very briefly translate some of the main points made by Arnaud. So Arnaud began by emphasizing that the first verdict, so the verdict that was handed down last week by the Special Criminal Court, that this is very important symbolically because it really gives victims in the Central African Republic for the first time a sense of satisfaction. It has a symbolic meaning for them. It shows that the justice process is moving forward, but in addition to the symbolic dimension, it may also have a deterrent effect on the commission of crimes in the Central African Republic. We know that the situation remains tense, and this judgment may contribute to or may raise awareness of the stakes of what is going on in the Central African Republic in the justice system. At the same time, he mentioned also that a lot remains to be done, and in particular, Central Africans are waiting for the big fish to be prosecuted. So Arnaud mentioned the fact that the selectivity problem that international criminal law faces generally it remains a problem also in the Central African Republic, but he seemed quite hopeful about sort of the prospects of holding both the Anti-Balaka and the Seleka accountable in CAR. We'll maybe come back to this later. And then he also mentioned the role of the Truth Commission, which has been set up, but it hasn't really gotten off the ground. And I think we can reflect further in the Q&A on sort of how the Truth Commission is supposed to work together with the other institutions that we've been talking about. So in particular, the Special Criminal Court and the International Criminal Court. Voilà, donc maintenant, c'est à moi de faire la dernière intervention. Je vais juste essayer de compléter les interventions de mes trois collègues. Je vais essayer d'être rapide. Je veux juste commencer en disant en fait que, oui, en soulignant des progrès qui ont été faits ce dernier temps, parce qu'il y a beaucoup à critiquer, on entend beaucoup de critiques, mais je pense qu'il y a aussi des progrès considérables qu'il faut saluer. Et ici, je pense notamment à ce premier jugement qui est un pas important. Et bien entendu, il y aura encore la décision de la Cour pénale spéciale sur les réparations qui est attendue pour janvier 2023. Et ici, je reviens un peu à ce que Arnaud a soulevé, c'est un peu l'effet dissuasif de ce jugement, parce qu'il faut se rappeler que les faits dans cette affaire, ça remonte à 2019, mai 2019, et c'est vraiment la première grande violation
de l'accord de Khartoum de février 2019 et le fait que les acteurs qui ont été impliqués dans cette violation de l'accord de paix ont été maintenant traduits devant la justice. Je pense que, encore une fois, ça a une valeur symbolique et peut-être une valeur, un effet dissuasif sur d'autres personnes en Centrafrique. Je veux aussi mentionner en fait les tribunaux nationaux parce que, bien entendu, on a tendance toujours disons, de se concentrer sur la Cour pénale internationale, la Cour pénale spéciale, et on comprend pourquoi c'est des tribunaux de grande envergure, mais en fait, les tribunaux nationaux en Centrafrique ont déjà mené vraiment quelques procès pour crimes graves depuis 2018 et il y a des condamnations. Et ça, c'est aussi un progrès important à souligner, je pense. Et une dernière chose que je veux mentionner juste rapidement, c'est que moi, personnellement, je suis assez impressionné par le fait que les enquêtes qui ont lieu pour l'instant, ce qu'on sait, bien sûr, il y a la confidentialité, mais on sait que les enquêtes se concentrent pas seulement sur les dernières violations, donc les violations qui remontent à 2015, 16, 17, mais aussi à des faits antérieurs remontant jusqu'à 2003, parce qu'il faut se rappeler que le mandat de la Cour pénale spéciale, en fait, remonte à 2003 et en effet, c'est beaucoup plus compliqué d'enquêter sur ces crimes commis dans le passé lointain, mais il y a des tentatives d'aborder ces sujets entre guillemets lointains. Donc, c'est important. Maintenant, parlons juste rapidement des défis qui attendent la Cour pénale spéciale ces prochaines années. Et je les mettrai dans trois catégories. Donc, les défis internes, donc propres à la Centrafrique, des défis externes, donc plus internationaux, et les défis institutionnels. Et je vais expliquer ce que j'entends par ça. Je pense que pour les défis internes, il faut vraiment mentionner le contexte, encore une fois, sécuritaire, mais aussi le contexte politique du travail de la Cour pénale spéciale. Et ici, je pense à l'affaire Hassan Bouba, ça a été mentionné par Dorine. C'est quand même une situation assez extraordinaire dans l'histoire des tribunaux pénaux internationaux. Il a été arrêté suite à un mandat d'arrêt de la Cour pénale spéciale, mais après, il a été libéré, et je pense qu'on peut utiliser ce terme, par les forces de sécurité centrafricaines, et on ne sait pas pourquoi. Et c'est problématique, et c'est vraiment, ça remet en question un peu l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif en Centrafrique. Et ce n'est pas seulement un problème à la Cour pénale spéciale, mais c'est aussi un problème plus général. Et ici, je veux juste rapidement mentionner les tentatives maintenant de changement de la Constitution en Centrafrique par le président actuel et notamment les tentatives de suspendre maintenant la présidente de la Cour constitutionnelle qui semble vraiment violer l'inamovibilité des juges qui est garantie par la Constitution centrafricaine. Je mentionne ça parce qu'on ne va pas entrer dans les détails ici, mais c'est juste qu'il y a clairement une perception, en fait, de l'influence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Ça remet en cause vraiment le principe de séparation des pouvoirs et peut-être il faut réfléchir à qu'est-ce que ça signifie pour la lutte contre l'impunité aussi. Et ici, je vais juste rapidement aussi mentionner le problème des forces bilatérales russes qui sont en Centrafrique. Ça aussi, c'est un sujet très sensible, pas seulement en Centrafrique, mais aussi dans toute la région. Et la question est de savoir dans quelle mesure la Cour pénale spéciale peut vraiment enquêter sur ces allégations. Je vais juste mentionner cela. Je n'exprime pas un avis, mais c'est vraiment une question ouverte pour moi. Pour les défis institutionnels, je vais juste dire rapidement
la collaboration entre les Nations Unies et la Cour pénale spéciale, c'est un sujet qui est compliqué depuis des années maintenant, mais sans entrer dans les détails, encore une fois, c'est juste pour peut-être susciter des réactions. Je me demande pourquoi la MINUSCA, donc la mission du maintien de la paix en Centrafrique, a tant de mal pour mettre en œuvre les mandats d'arrêt de la Cour pénale spéciale. On sait que la MINUSCA a un mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies sous le chapitre 7. Et avec un tel mandat, on n'a pas besoin du consentement de point de vue légal. On n'a pas besoin de consentement des autorités nationales, donc des autorités centrafricaines, pour la mise en œuvre du mandat. Et pourtant, les mandats d'arrêt de la Cour pénale spéciale, par exemple, d'après ce que je sais, ne sont pas exécutés par la MINUSCA. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. On peut peut-être revenir là-dessus après. Et donc, je vais juste terminer en mentionnant rapidement 2 défis externes, donc internationaux. Et c'est un peu ça rejoint un peu ce que Doreen a mentionné tout à l'heure, c'est que la Cour pénale internationale, quel est vraiment le rôle de la Cour pénale internationale en Centrafrique? Et c'est un peu cette question de la complémentarité. La complémentarité ne signifie pas seulement la coopération. C'est très bien que la CPI coopère avec les autorités centrafricaines, mais il y a aussi un côté épée de Damoclès qui fait partie du mandat de la Cour pénale internationale, dont on parle beaucoup moins, semble-t-il. Et je me pose la question de savoir dans quelle mesure le procureur de la Cour pénale internationale il interprète son mandat aussi de ce point de vue-là. Est-ce qu'il voit un rôle un peu plus coercitif vis-à-vis, par exemple, la Cour pénale spéciale en Centrafrique, l'affaire Hassan Bouba, pourquoi, par exemple, la Cour pénale internationale ne veut pas se saisir de cette affaire. On peut soulever la question. La dernière remarque, c'est vraiment, ça rejoint un peu le commentaire de Gervais, c'est un peu l'intérêt de la communauté internationale pour tout ce qui se passe en Centrafrique. Il y a vraiment des défis budgétaires et je me demande comment nous pouvons maintenir l'intérêt de la communauté internationale pour ce qui se passe en Centrafrique à la Cour pénale spéciale, dans le système de justice ordinaire. On sait ce qui se passe avec l'Ukraine. Et donc, voilà, je pense que c'est un vrai défi. Comment on peut attirer l'attention de la communauté internationale à la République centrafricaine. Et en fait, quand je pense à la communauté internationale, je pense peut-être qu'il faut élargir un peu ce concept et se poser la question de savoir comment, par exemple, l'Union africaine peut intervenir en Centrafrique. Est-ce qu'elle a un rôle plus grand à jouer par rapport à ce qui se passe là-bas et peut-être les puissances occidentales, les États-Unis ont un rôle moins important à jouer à l'avenir. Donc voilà, je m'arrête là. And so I spoke for a little too long, and so I'm just going to briefly summarize what I said in English, but very quickly, because I want us I want to give everyone an opportunity to ask questions. So in English, just very quickly, I mean, I addressed 3 types of challenges awaiting the Central African authorities: internal, external, and institutional challenges. And for the internal challenges, I mentioned really the politics, the internal politics that are a serious, I think, challenge for the Special Criminal Court, but also for courts in general in the Central African Republic.
For the institutional aspect, I mentioned MINUSCA, the peacekeeping mission, why it hasn't been able to enforce arrest warrants. And for the external challenges, I mentioned the ICC's role, what role it can play in the Central African Republic, and also how we can maintain the international community's interest in what is going on in the Central African Republic. So I think I'll just stop there and open it up. Donc, je m'arrête là. Et maintenant, c'est un peu difficile, j'avoue, de faire la modération et aussi faire la présentation, mais il y a, je pense, plusieurs questions déjà. Donc, je vais commencer par la question de Roland, et c'est une question pour Arnaud. Je vais la lire. Arnaud, tu es avec nous? Oui. Oui, d'accord, excellent. Ouais. Alors, je lis la question, je pense que tu la vois aussi, mais je la lis maintenant pour que les autres puissent aussi suivre le débat. Je ne pense pas que les gens, en fait, les participants puissent voir les questions. Donc, la question de Roland, c'est le secret de l'instruction ne doit pas affecter la transparence de la procédure. Pourquoi les décisions de la Cour ne sont pas disponibles? Aussi bien les décisions de procédure que les jugements et arrêts. Par exemple, le premier jugement est-il disponible en ligne, en texte intégral? Je pense que c'est une question peut-être aussi pour Gervais, et parce que j'avoue que je me suis posé la même question. Donc, voilà, je vous donne… ouais. En fait, je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Ça va? Voilà. C'est une question qui est posée à Arnaud, mais quand on lit le contenu, on pense que c'est une question orientée plus vers la CPS. Oui, la question de secret d'instruction est très importante parce que c'est cette question justement qui gouverne la suite des enquêtes. Parce que dans une enquête, il peut y avoir plusieurs personnes qui pourraient être susceptibles, qui pourraient être accusées. Donc, avoir quand même une stratégie concernant le secret d'instruction permet vraiment d'aller avec les enquêtes jusqu'au bout. Et deuxièmement, la transparence, oui. La Cour pénale spéciale tient à publier tout ce qu'elle produit comme jugement, comme arrêt, etc. Mais cependant, il y a une procédure pour pouvoir arriver à cette étape-là. Par exemple, le dernier jugement sera disponible sur le site de la Cour pénale spéciale la semaine prochaine, y compris un certain nombre de documents également qui seront publiés la semaine prochaine sur le site de la Cour. Donc, voilà à peu près ma réponse par rapport à cette question. Et d'ailleurs, je profite de la parole pour continuer en abordant un peu plus de précision sur la question de collaboration entre la Cour pénale spéciale et la Cour pénale internationale. Je pense que Dorine a abordé cette question avec beaucoup de précision, mais je voudrais insister sur l'article 37 de la loi organique qui a créé la Cour pénale spéciale, qui stipule que il est établi que le procureur de la Cour pénale internationale s'est saisi d'un cas entrant concurremment dans la compétence de la Cour pénale internationale et de la Cour pénale spéciale. La seconde se dessaisit au profit de la première. Dans tous les cas, le procureur spécial est autorisé à échanger des informations avec le procureur de la Cour pénale internationale, conformément aux procédures conventionnelles établies en la matière. Dans le texte, il y a déjà une droite ligne en termes de collaboration et aussi en termes d'interaction entre la Cour pénale internationale et la Cour pénale spéciale. Et parlant justement aussi de cette coopération-là, la dernière fois, il y avait eu une initiative de la Cour pénale internationale d'étudier la possibilité de pouvoir faire l'ouverture du procès Saïd à Bangui. Et ce serait dans la salle d'audience de la Cour pénale spéciale. Et après moult réflexions, finalement, ça a été maintenu à La Haye, mais la retransmission a été faite
au sein de la salle d'audience de la Cour pénale spéciale ici à Bangui. Et la collaboration dans ce sens se voit dans beaucoup de domaines également, pour dire combien cette question de collaboration tient à cœur à la fois la Cour pénale internationale et la Cour pénale spéciale. Je voudrais aussi revenir sur la question des victimes, l'impact du dernier jugement de la Cour pénale spéciale sur les victimes. Vous savez, sur les 3 accusés, le premier accusé, c'est-à-dire l'accusé principal qui s'appelle Issa Saleh Adoum, alias Bouzézé, a écopé d'une peine à perpétuité. Et par la suite, les 2 autres, Yaouba Ousmane et Mohamed Tahir, en 20 ans d'emprisonnement ferme. Pendant ce moment où le verdict était prononcé dans la salle d'audience de la Cour pénale spéciale, il y avait aussi des victimes qui sont venues des Kundili et des Limuna et qui ont suivi ce verdict en direct. Par la même occasion, la Cour pénale spéciale a fait un travail de retransmission auprès des communautés affectées qui sont à Kundili et à Limuna. Donc, l'audience a été aussi retransmise en direct dans la langue parlée et bien comprise par la communauté locale qui est la langue carrée, afin que ces personnes qui ont vécu ces atrocités-là puissent également recevoir ce jour-là et au même moment que l'audience se tenait dans la salle d'audience par la radio La Voix de Pendé, qui est une radio communautaire qui couvre la commune ou bien le village Kundili et Limuna. Et nous avons reçu également pas mal de retours concernant ce verdict, un retour de satisfaction, notamment pour les victimes, non seulement qui sont venus ici à Bangui et qui ont assisté à l'audience en direct, mais aussi ceux-là qui ont suivi par la radio le verdict dans l'affaire du procureur spécial contre Issa Saleh Adoum, alias Bouzézé, Yaouba Ousmane et Mohamed Tahir. Pour vous dire combien la Cour pénale spéciale a essayé de rapprocher sa juridiction des communautés affectées, c'est-à-dire là où les crimes ont été commis. Voilà à peu près quelques éléments que je tiens à apporter à partir de la question qui a été posée. Merci, merci Gervais, c'est très intéressant. En fait, je me demande si Dorine, tu veux pas intervenir aussi sur cette question de Saïd, le procès Saïd à Bangui, parce que je me souviens que dans votre rapport, vous parlez de cela. Et j'avoue que moi, je trouvais ça très intéressant, en fait, cette proposition et pourquoi ça n'a pas eu lieu. Et, tu peux dire quelque chose sur ça? Oui, bien sûr, merci. Du coup, en effet, c'est quelque chose dont on parle dans le rapport pour un peu de contexte pour ceux qui ne savent pas forcément, parce que j'ai oublié de le mentionner. La FIDH, mon organisation, a publié un rapport justement sur la lutte contre l'impunité en RCA en octobre 2022, donc le mois dernier, en analysant la complémentarité entre les différentes juridictions. Et ce rapport est basé sur des consultations qu'on a pu faire avec des membres de la société civile, du membre du personnel de la CPS, de la CPI, etc. Et une des questions dont on a parlé, en effet, c'est la tenue du procès Saïd, peut-être à Bangui. Nos retours ont été assez mitigés dans l'ensemble, à savoir des points positifs comme le soulignait aussi Gervais par rapport à un petit peu la proximité avec les communautés, quelque chose qui est important d'avoir ça à Bangui, le fait que, voilà, pour montrer un petit peu cette coopération aussi, pour rapprocher un petit peu la justice des communautés, mais aussi quelques difficultés et quelques risques d'avoir cette affaire qui se tienne à Bangui. Un des risques, par exemple, serait évidemment la confusion entre les différentes institutions. Si c'est une affaire de la Cour pénale internationale, alors pourquoi elle se tient au niveau de la Cour pénale spéciale? Et dans ce cas, si elle est au niveau dans la salle d'audience de la Cour pénale spéciale à Bangui, alors pourquoi est-ce que ce n'est pas une affaire qui est poursuivie devant la Cour pénale spéciale? Une autre question aussi en termes de ressources, maintenant que la Cour pénale spéciale a
commencer ces audiences, un petit peu activer tout ce travail plus public. Elle a besoin de sa salle d'audience, elle a besoin de toute pareil, la question de la protection du personnel impliqué, la question de la protection des victimes, etc. Est-ce que devoir rediriger toutes ces ressources et toute cette attention vers une affaire qui finalement dépend de la Cour pénale internationale, est-ce que c'est réellement opportun à ce stade? Au niveau du pourquoi ça n'a pas été fait, il me semble qu'il y a eu une décision de la Cour pénale internationale, mais je ne l'ai pas encore, j'en ai pas encore pris connaissance, dans lequel des critères auraient été mentionnés. Donc, j'ai pas la réponse directe. Il me semble qu'il y a eu d'autres discussions aussi en disant, bon, mais si c'est pas l'ouverture, est-ce que peut-être ce serait une audience par la suite? Mais je ne suis pas entièrement sûre. Et une question aussi que j'ai oublié de mentionner par rapport à ça, c'est au niveau de la perception de qui enfin voilà, de l'accusé en question, pourquoi ce serait dans cette affaire-là qu'il y aurait un déplacement à Bangui et pas dans une autre affaire, étant donné que c'est le seul Séléka devant la CPI. Alors pourquoi ce serait lui et pas un des 3 anti-Balaka, enfin 4 anti-Balaka qui soient devant la CPI. Donc voilà, cette question un petit peu, ces différentes questions qui sont revenues dans nos consultations. Donc, en retour un peu mitigé avec des points positifs et des points négatifs. Après, ça ne s'est jamais encore fait, donc c'est difficile de savoir exactement ce que ça impliquerait. Mais pour refléter un petit peu les discussions qu'on a eues avec différentes personnes, engager différents acteurs dans la lutte contre l'impunité par rapport à cette possibilité. Excellent. Merci Dorine et merci Gervais pour ces précisions. C'est vraiment, je pense, très important et très intéressant. En fait, moi, j'ai une question en fait que je voudrais vous poser, mais attendons une seconde. C'est lié à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est un peu les questions de sensibilisation, mais je veux juste là rapidement répondre aussi aux autres questions qui sont dans le chat pour donner un peu aux autres participants l'occasion de participer. Donc, il y a une question d'Ézéchiel qui rejoint celle de Roland. Et c'est vraiment un peu le site web. Et je pense que c'est aussi une question qu'on peut poser à vous, Gervais, parce que c'est vrai que le site web, il est pas à jour. Vous avez mentionné non, que, par exemple, le dernier jugement sera disponible dans une semaine, mais il faut dire que ce site web, sans être trop critique, il est pas à jour. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui manquent et c'est un peu dommage, je pense, justement pour le public de ne pas pouvoir accéder à ces informations. Donc, je vous donne l'occasion tout de suite de répondre à cette préoccupation de plusieurs personnes. Et je vais aussi juste lire l'autre question en fait, qui est dirigée à moi. C'est donc la question de la mise en œuvre des mandats d'arrêt par la MINUSCA et pourquoi, en fait, ce n'est pas seulement la MINUSCA, mais aussi les autorités nationales qui peuvent se charger, en fait, de la mise en œuvre de ces mandats d'arrêt. Et donc, et Roland soulève la question, en fait, il dit nul ne semble avoir une réelle autorité pour la mise en œuvre du processus judiciaire, je crains. Alors, je vais peut-être rebondir sur cette question après, mais d'abord, Gervais, je vous donne l'opportunité de répondre. Ok, merci Patrick. C'est vrai, c'est une préoccupation que j'assume. La question relative au fonctionnement du site web de la Cour, ça ne s'est pas mis à jour, c'est vrai. Nous sommes en train de faire un travail de refonte du site. Il y a un consultant webmaster qui est recruté, qui est en train de faire ce travail au moment que je vous parle. Ça fait 5 jours qu'il a commencé pour 20 jours. Donc, on espère que d'ici 2 semaines maximum, vous allez voir un nouveau site de la Cour pénale spéciale revêtu
des nouvelles enveloppes, voilà, une autre manière de présentation. Et vous aurez également les informations les plus importantes que vous avez besoin sur ce site. Deuxièmement, vous savez, il y a toute une procédure pour la publication des nouvelles décisions, des arrêts, des jugements, etc., etc. Ça, il faudrait qu'on s'entende à ce que certains documents soient expurgés avant que ça soit publié. Mais que cela ne tienne, comme je le disais tantôt, le webmaster est recruté. Donc, d'ici 2 semaines, on aura un autre visage du site de la Cour pénale spéciale avec beaucoup plus de fonctions et qui pourrait également servir la communauté nationale et internationale qui ont besoin d'informations. Je voudrais rebondir également sur la question d'arrestation, pourquoi la MINUSCA, les autorités nationales, etc. Moi, j'avoue qu'au niveau de la Cour pénale spéciale en ce moment, les autorités centrafricaines, au travers des forces de sécurité intérieure, ont fait beaucoup d'efforts. Et lorsque vous entendez parler des arrestations de ces derniers temps, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est bien au soin et bien avec l'appui des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire des forces de gouvernement, que des arrestations ont pu être réalisées. Donc, voilà, bien qu'il y a eu affaire Bouba, mais aujourd'hui, il y a une autre dynamique qu'on doit apprécier en termes d'arrestation de suspects. Et peut-être entre aujourd'hui et demain, une autre arrestation encore va s'ajouter. Et tout cela grâce justement à l'appui des forces de sécurité intérieure. Voilà, je vous aborde déjà cette question de cette manière. OK, excellent. Merci Gervais pour ces précisions. C'est très utile. Moi, je vais juste peut-être ajouter 2 points à cette dernière question, donc la mise en œuvre des mandats d'arrêt. Je pense que c'est un sujet sensible qui revient depuis des années. Moi, à chaque fois quand je suis à Bangui, les gens quand même parlent de cela. Et c'est aussi au sein de la MINUSCA où il y a des avis très partagés, il faut le dire, sur cette question. Il faut dire que c'est une question politique. Moi, j'ai mentionné dans ma présentation, disons, le point de vue légal, parce que bien entendu, en tant que juriste, je me concentre un peu sur ces questions légales et mon analyse qui est partagée par certains interlocuteurs à Bangui, mais par tout le monde, c'est que en effet, la MINUSCA a une autorité considérable en vertu de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, vraiment de mettre en œuvre ces mandats d'arrêt, mais que la volonté politique, utilisant ce terme volonté politique qui est très large, manque. La volonté politique manque et ce n'est pas seulement du côté disons, de la MINUSCA, de la communauté internationale, mais aussi du côté centrafricain. Et bien entendu, là où je pense que cette volonté politique va peut-être quand même poser des questions aussi dans l'avenir, parce que dans le passé, on sait qu'il y a eu des problèmes. L'affaire Hassan Bouba est revenue plusieurs fois, mais aussi, je pense, les problèmes des mercenaires russes, si jamais on arrive à un moment où il y a un mandat d'arrêt, que ce soit de la CPS, de la Cour internationale ou des tribunaux nationaux, je me demande qui pourrait mettre en œuvre éventuellement un tel mandat d'arrêt. Je pense que ça serait très, très difficile. Voilà, je m'arrête là. Il y a une question, et donc en fait, il y a 2 questions. En fait, je vais commencer par la question que je veux poser à Arnaud et à Gervais, parce que c'est une question en fait qui rejoint un peu vos réponses avant. C'est vraiment une question concernant la sensibilisation et à quel point, et c'est aussi en fait une question pour Doreen, parce que vous venez de faire, FIDH vient de faire vraiment cette analyse approfondie, c'est la question de la sensibilisation de la population et comment, à quel point les gens s'approprient vraiment
ces affaires devant la Cour pénale internationale, devant la CPS et devant les tribunaux ordinaires. Et je me demande si l'un de vous ou vous tous, vous pouvez dire quelque chose de plus sur ça. Quels sont quelle est votre appréciation de cette question? Et je pense ici à la télé, à la radio, quels sont les moyens que vous utilisez? Il faut dire que je mentionne ça parce que en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé pendant notre webinaire qu'il y a un problème de diffusion de notre webinaire, c'est-à-dire que l'Internet n'est pas suffisamment fort chez eux et qu'ils n'arrivent pas à vraiment comprendre tout ce qu'on dit. C'est comme ça, malheureusement, on sait que ce problème existe avec l'Internet aussi en Centrafrique. Donc, je me demande si vous pouvez tous dire un peu plus sur cette question de sensibilisation, comment comment vous essayez de résoudre ces problèmes. Et je vais juste lire aussi la question. C'est quelqu'un qui voulait poser la question de manière anonyme. C'est donc, dans quelle mesure l'implication étendue de la MINUSCA dans la CPS pose-t-elle des difficultés d'un point de vue opérationnel et d'indépendance? Donc, on va laisser cette question pour après, mais d'abord, je vous donne l'occasion de répondre à la question concernant la sensibilisation. Arnaud, je vois que tu as la main levée, donc je te donne tout de suite la parole et peut-être après aux autres. On n'entend pas, Arnaud. Il y a un problème encore. Parce que je pense, Gervais, il faut que vous allumiez chez Oui, vous. oui. Oui. Oui, voilà, maintenant ça marche. C'est bon. Voilà. Donc, je pense qu'il y a lorsqu'on parle de la complémentarité entre la Cour pénale spéciale et la Cour pénale internationale, ça interpelle encore beaucoup plus les Centrafricains parce que, vous savez, la crise que nous traversons aujourd'hui, dans le passé, il y avait eu une vague de crise. Cette vague de crise, notamment lorsque on a fait venir les Banyamulenge en République centrafricaine, qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, une procédure a été lancée devant la Cour pénale internationale. Cette procédure a abouti à la condamnation de Bemba, qui malheureusement n'a pas été acquitté. Ça veut dire que toutes les victimes de la crise précédente, tous les crimes qui ont été commis sont encore restés impunis. Donc, du coup, ici, tout ce temps qui est passé, que la CPI a épuisé dans la procédure, était demeuré sans suite. C'est-à-dire les victimes sont restées comme ça. Donc, du coup, ici, lorsqu'on parle de la CPI, dans les têtes, ça renvoie à ces jours dans le passé pour dire que est-ce qu'on peut peut-être avoir confiance à la CPI en République centrafricaine. Bon, on ne va pas voir les périodes comme toutes similaires parce que nous sommes dans une autre période et que des mandats d'arrêt ont été lancés. Il y a des gens qui sont en ce moment dans les cellules de la Cour pénale internationale. Il est extrêmement important, nous, c'est un appel à l'endroit de tout le monde, il est extrêmement important que ce soit la CPS, que ce soit la CPI, que ce soit aussi du côté de la MINUSCA, et c'est là que je reviens sur le cas de la MINUSCA. Je l'avais dit tout à l'heure, ces juridictions ne peuvent absolument rien faire si on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Donc, la MINUSCA devrait s'impliquer. La MINUSCA devait s'impliquer davantage en ce qui concerne l'arrestation des personnes soupçonnées d'avoir commis ces crimes. Parce que, vous savez, progressivement, certes, il y a la sécurité qui s'établit sur l'étendue du territoire, mais la MINUSCA a cette possibilité-là, a cette capacité, d'autant plus qu'elle a fait montre de beaucoup de cas de collaboration avec la Cour pénale spéciale. Il y a beaucoup de cas de collaboration
Mais ces collaborations ne doivent pas rester sur les moyens de déplacement ou bien la sécurité, fournir au personnel de la CPS ou bien peut-être mettre une voiture à disposition de tel juge, etc. Non, mais ça doit aller au-delà pour dire qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont lancés et ces mandats d'arrêt doivent être exécutés. Et je pense que s'il y a vraiment la volonté politique, une bonne partie de ces mandats d'arrêt pourrait être exécutés. C'est pour cette raison que vraiment c'est extrêmement important de mettre un accent dessus. Alors, là où je vais finir, c'est sur la question de la sensibilisation sur les crimes de masse qui sont poursuivis devant la CPS. Je pense que c'est une proposition que je formule à l'endroit de la CPS. S'il n'y a pas la possibilité de faire diffuser tous les procès sur toute l'étendue du territoire, je pense qu'il y a moyen de faire des diffusions sectorielles, thématiques, c'est-à-dire en fonction de là où les crimes ont été commis. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur le cas de l'assassinat de Lemouna, etc., si la CPS n'a pas la possibilité de diffuser sur toute l'étendue du territoire, elle peut créer des conditions pour qu'à Lemouna et à Kondili, que ces procès-là soient diffusés. Parce qu'il faut que les victimes regardent leur bourreau. Il faut que les victimes se côtoient avec leur bourreau. C'est ça le sens d'un procès. Et d'ici demain, s'il y a un procès aussi du côté de Alindao où on a inculpé des gens, qu'on crée des conditions pour que la transmission soit faite directement à Alindao pour que les gens suivent ça. Si c'est le cas de Bombari, de Bongassou, etc., etc., parce que la RCA, on comprend, la RCA est un grand pays, est un pays, voilà, peut-être il n'y a pas la possibilité de faire des diffusions simultanées dans toutes les régions, et ce n'est pas tout le monde qui aura la connexion Internet, mais je pense que puisque ce sont des crimes qui sont localisés, il y a la possibilité de faire une diffusion sectorielle permettant aux victimes de participer, permettant aux victimes ne fût-ce que de regarder yeux dans les yeux leur bourreau. Voilà les quelques observations que je voulais faire par rapport à la remarque de tout à l'heure. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Arnaud. Je ne sais pas si Gervais ou Dorine, vous voulez ajouter quelque chose à ces propos. Et sinon, Rapidement, juste pour dire en effet, enfin, ce qui m'est venu à l'esprit beaucoup, c'est le problème des restes de l'affaire Bemba plutôt que de la question de la sensibilisation. Comment retrouver un petit peu la confiance des Centrafricains après ce gros échec et la façon dont ça a été traité au niveau des victimes, la façon dont tout a été communiqué. Après, en effet, il y a toujours cette distance entre la cour et les situations. Ça vaut pour la RCA comme pour de nombreuses autres situations. Et juste pour mentionner que c'est quelque chose pour lequel, voilà, je n'ai pas de réponse à apporter. Je pense que mes collègues sur place ont beaucoup plus à dire là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on soulève beaucoup auprès de la Cour pénale internationale, en tout cas, comme je dis en RCA, comme dans d'autres situations, pour avoir une sensibilisation plus ciblée qui répond plus aux réalités de la situation en question et ne pas avoir une réponse pour toutes les situations parce que chaque situation est différente, chaque population aime être sensibilisée ou est sensibilisée d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose sur lequel la CPI doit encore faire beaucoup d'efforts, mais leur unité de sensibilisation est au courant et travaille beaucoup là-dessus. Donc, c'était juste pour ajouter ça à ce qui a été dit par Arnaud. Okay. Je peux peut-être intervenir sur la question de sensibilisation. C'est d'ailleurs notre mandat au sein de la Cour pénale spéciale. Justement, en parlant du verdict dans l'affaire le procureur spécial contre Issa Saleh Adoum, Yaouba Ousmane et Mohamed Tahir, j'ai mis en exergue notre stratégie en partie, c'est-à-dire notre objectif, notre focus, c'est d'abord les communautés affectées, c'est-à-dire la communauté de Lemouna et de Kundili. Et je voudrais une fois de plus apprécier
l'appui que nous a apporté la MINUSCA sur ce point-là à travers sa radio, qui est la radio Guira. Toutes les audiences de la Cour pénale spéciale, depuis les débats jusqu'à la fin de la procédure, a été quotidiennement retransmis en direct auprès de communautés affectées, soit au travers de la radio Guira, qui couvre déjà près de 65 à 70% du territoire centrafricain. Je le répète, c'est une radio de la MINUSCA. Vous savez que nous avons tenu compte du contexte et puis de notre public cible. La population centrafricaine la plus affectée, lorsqu'on essaie de catégoriser, ce sont des femmes et des enfants. Et cette catégorie de groupe cible en République centrafricaine est très souvent analphabète, c'est-à-dire ne savent ni lire ni écrire et apprennent les choses dans la plus grande part du temps, que ce soit par la radio. Et donc, nous mettons la radio comme notre outil, notre moyen principal pour pouvoir sensibiliser la communauté centrafricaine. Donc, toutes les audiences sont retransmises en français et doublées en sango, qui est la langue la plus parlée, la plus connue de la République centrafricaine. Mais maintenant, dans les localités où les crimes sont commis, on fait des efforts au travers les radios communautaires de faire une traduction de ce qui est dit en langue vernaculaire pour encore permettre un peu plus d'accès à la population affectée. En plus des radios, en termes de sensibilisation, nous utilisons la télévision nationale. Lors des grandes étapes de la procédure, que ce soit concernant l'ouverture d'un procès ou bien le verdict, tous les moyens sont mis en œuvre afin que cela soit retransmis en différé au travers de la télévision centrafricaine, qui est la télévision nationale. En plus de cela, la radio Centrafrique, qui est la radio nationale, la radio la plus écoutée également, le plus souvent fait la retransmission en direct de toutes les audiences devant la Cour pénale spéciale. Tout cela pour permettre à la population centrafricaine d'avoir accès au moment X à toutes les informations, à tout ce qui se passe au sein de la salle d'audience de la Cour pénale spéciale. Et j'ajoute également que lors du verdict, par exemple, du dernier verdict de la Cour pénale spéciale, cela a été aussi retransmis à l'université de Bangui. Il y avait au moins 600 étudiants qui étaient dans l'amphithéâtre de l'université de Bangui qui s'appelle Alphonse Bloguet pour pouvoir suivre en direct le verdict, le premier verdict de la Cour pénale spéciale en direct, justement grâce à une collaboration avec la Cour pénale, le bureau de la Cour pénale internationale de la République centrafricaine qui nous a mis à disposition son écran géant, d'ailleurs très professionnel, qui nous a permis justement de rendre cette retransmission auprès des étudiants de la faculté des droits et d'autres facultés qui sont à l'université de Bangui, cette retransmission possible. D'ailleurs, nous saluons à cette occasion la présence du recteur de l'université de Bangui et du substitut du procureur de la Cour pénale spéciale. Tous deux étaient présents justement pour pouvoir faire des mots introductifs avant la prise de la parole par les juges de la section d'assises de la Cour pénale spéciale. En plus de cela, nous faisons des missions de terrain. Donc, dans le mois à venir, nous irons à Kundili dans la mesure du possible, si les moyens logistiques nous le permettent. Nous irons à Kundili, à Lemuna, à Pawa, ce qui a été fait précédemment afin d'identifier les canaux de communication par lesquels on pouvait facilement atteindre cette communauté affectée par les crimes dont la Cour pénale spéciale est en train de pouvoir enquêter et de juger les auteurs. Une autre chose concernant la collaboration avec la MINUSCA, j'ai noté tout à l'heure cette radio qui appuie suffisamment la radio Guira, qui est une radio de la MINUSCA qui appuie suffisamment les activités de sensibilisation et de communication de la Cour pénale spéciale. Et ces personnes qui sont jugées, Issa Saleh Adoum, Yaouba Ousmane et Mahama Taye, sont arrivés aussi à la Cour pénale spéciale par les moyens de la MINUSCA. Je ne vais pas abuser du temps en citant tous les appuis multiformes
que cette institution apporte pour la bonne marche des activités de la Cour pénale spéciale. Je dirais également, comme vous, que cela ne tienne, la MINUSCA peut encore faire plus. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Gervais. Et en fait, donc on va devoir terminer dans quelques minutes, mais je me demande juste si quelqu'un, et je regarde ici Dorine surtout, est-ce que quelqu'un veut en fait répondre à cette question de l'implication étendue de la MINUSCA? Je ne sais pas si, Dorine, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Honnêtement, je ne sais pas si je suis la meilleure placée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on suit aussi par rapport à l'implication de la MINUSCA. Voilà, entre un petit peu ce que tu soulignais tout à l'heure, où en tant que juriste, on se demande ce qui est possible, quelles sont les barrières, etc. Mais aussi en travaillant beaucoup avec, avec nos collègues en République centrafricaine, on est conscient des difficultés que ça implique, et ça pose une question peut-être un peu plus générale, si je peux me permettre, que ce soit à l'RCA ou dans d'autres situations, de un petit peu je trouve plus le mot que je cherche, mais les différentes priorités qu'il y a au sein d'un État, à savoir la lutte contre l'impunité, la justice criminelle, la justice pénale, etc., d'un côté, et puis d'un autre côté, surtout dans un pays qui est encore en crise, toute la question de maintien de la paix, toute la question de comment on arrive à concilier ces différentes priorités sans que une soit mise de côté. Et je pense que la question de l'implication de la MINUSCA, que ce soit au niveau de l'indépendance, que ce soit au niveau des arrestations, que tout ce qui est autour de l'implication de la MINUSCA pose cette question un peu plus générale de les priorités au sein d'un État pour les autorités nationales comme pour la communauté internationale, et comment un petit peu jongler avec ces différentes priorités, comment ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas une vraie réponse, c'est pas évasif, mais c'est vraiment pose une question qui est au cœur de beaucoup de situations, notamment lorsqu'il s'agit de pays en crise. Ouais, non, merci beaucoup, Dorine. Ouais, je pense que tu as déjà répondu à la question. Moi je vais juste ajouter aussi un peu de point de vue externe. Un peu, ça fait maintenant quelques années que je ne travaille pas sur cette question précise. Je suis plus au courant des challenges qu'il y avait entre la MINUSCA et les Nations Unies, aussi le PNUD, non? Parce que ce n'est pas seulement la MINUSCA, mais c'est aussi un peu l'influence budgétaire de la PNUD, non? Sur l'indépendance de la Cour. Mais ça remonte à il y a 3 ans maintenant et je n'ai pas retravaillé cette question depuis, donc je ne veux pas me prononcer en fait sur ces questions maintenant, parce que je ne suis vraiment pas au courant des derniers défis. Mais la seule chose que je vais peut-être aussi ajouter par rapport à ça, c'est que c'est un défi récurrent quand même. Et je pense que le contexte centrafricain, on peut le dire, est très particulier, parce que c'est vraiment une mission du maintien de la paix. Les Nations Unies, bien sûr, ont soutenu les cours hybrides et les cours internationales, par exemple. Au Rwanda, non, le TPIR, le TPY, mais le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Les Nations Unies étaient là toujours, ou au Cambodge, mais c'est vrai qu'en Centrafrique, c'est un contexte très particulier, parce que ce n'est pas vraiment les Nations Unies, ou ce n'est pas seulement les Nations Unies, mais c'est vraiment une mission du maintien de la paix, qui a un mandat très particulier, et où il faut vraiment réconcilier un peu ce mandat très politique et parfois très coercitif avec le besoin de la justice, non? Les attentes de la population, le soif de la justice, les choses dont on a parlé tout à l'heure, et c'est très compliqué, il faut le dire. Et en fait, ouais, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas entrer dans les questions vraiment organisationnelles, opérationnelles. La question porte sur ça aussi, parce que je n'ose pas me prononcer sur la situation actuelle des choses.
Voilà, il est déjà 13h30 en Europe, donc on a passé 1h30 ensemble. Je pense qu'il est temps de finir. Merci, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on termine la réunion. Moi, j'avoue que j'ai plein de questions encore, mais il faut s'arrêter quelque part et j'espère que c'est juste le début d'une discussion plus approfondie qu'on pourra continuer par la suite. S'il n'y a pas d'autres questions, et j'en vois pas, je vous remercie tous pour votre participation. C'est très intéressant. Et voilà, j'espère qu'on pourra continuer cette conversation dans l'avenir. Merci beaucoup d'avoir organisé cette discussion. Très intéressant. Oui, merci beaucoup Patrick hein, pour avoir pensé à ce thème. C'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est peut-être la première fois, mais on espérait, on espère qu'il y aura la suite afin que nous puissions mener de telles discussions, surtout avant ou après toutes les étapes importantes de processus judiciaire devant la Cour pénale spéciale. Ok, merci beaucoup. Arnaud, je vois qu'il est en train de parler, mais malheureusement, on n'entend pas. Il y a encore une dernière question dans le Q&A, mais on va s'arrêter là parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui doivent partir de toute façon. Arnaud, le dernier mot à toi, si tu veux. Merci beaucoup. Comme disent les autres, je pense que c'est une bonne initiative que vous avez prise pour organiser cette réunion. Et c'est aussi très suivi. C'est aussi très suivi, mais la connexion Internet à Bangui n'a pas permis aux gens de prendre part à cette question. Bon, ce n'est pas c'est pas de ta faute, Patrick. Bon, il faut juste que le pays, qu'on arrive à avoir la fibre optique qui sera bientôt, hein, selon les informations, ça sera bientôt, et qu'il y aura une deuxième réunion parce qu'il y a Gervin qui disait tout à l'heure que bientôt il y aura des rebondissements. Donc, s'il y a un rebondissement d'ici demain, il y aura notre webinaire. Et puis, si de telles réunions pourraient aussi s'intéresser du côté de la commission vérité, ce serait bien. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup et ça dort énormément. Ça dort énormément et puis voilà, si le débat peut s'intéresser à ça, ça pourrait faire du bien. Donc, bonne journée à tout le monde et à tout moment. Excellent. Mais sur cela, on va terminer. Merci encore à tout le monde et à bientôt.